L'objectif, c'est de pouvoir ramener en France un échantillon de toutes les céramiques qu'on aura vues, soit montées, soit sous forme finie, ou alors sous forme de tessons, pour qu'on ait après des référentiels qui nous servent à mieux interpréter les collections archéologiques. Donc là, on a collecté en 2 campagnes à peu près une centaine presque d'échantillons. Et là, sur cette campagne, on en a à peu près une 50aine. Donc là, on est en train de préparer l'inventaire, les listings, les photos pour pouvoir les ramener en France. Le but ici, c'est qu'on a ce qui nous manque en archéologie, c'est-à-dire de pouvoir voir les potiers. Là, on les a vus travailler. Donc on sait les techniques qu'ils ont utilisées. C'est pour ça que nous, on a besoin maintenant des vases produits pour comparer les techniques utilisées et les traces qui sont visibles sur les pots, parce que pour l'archéologie on a juste les traces, on n'a pas les potiers. Donc là c'est en quelque sorte vraiment un référentiel, dans le sens où on n'a pas forcément les mêmes techniques à la préhistoire, mais il y en a certaines qu'on n'arriverait pas à reconnaître si on n'a pas justement le rapport entre technique et traces laissées par les potiers. Donc là c'est le début d'une céramothèque, mais il va falloir il faut à la fois beaucoup d'années et puis aussi beaucoup de techniques différentes pour avoir tout le panel de ce qui a pu exister à la préhistoire. Là, c'est la 3e campagne avec Joséphine. La première campagne, on n'a pas récolté beaucoup de... Enfin, on n'a même pas récolté du tout de céramique. C'est surtout l'année dernière où on a commencé justement à constituer cette céramothèque. Et comme on bénéficie maintenant au laboratoire de Toulouse d'un espace dédié à ce qu'on appelle la céramothèque, vraiment dédié à ce matériau, là c'est le début d'une collecte qui se poursuivra après dans d'autres terrains, mais ça peut être à la fois d'ailleurs une collecte du point de vue ethnographique, mais aussi expérimentale. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent reproduire de la céramique et constituer là aussi des référentiels en suivant les techniques qu'ils utilisent. Maintenant, il va falloir faire rentrer tout ça dans des valises. Donc on va être obligé d'en casser, d'en découper. Et c'est vrai qu'il y a notamment celui-là par exemple, le grand pot, là, ça va être un peu triste, mais bon, de toute façon ça fait partie du jeu. Donc on va être obligé soit de les découper, soit de les casser. Mais d'un autre côté, si on veut que ça serve de référentiel, il nous les faut plutôt en morceaux qu'entiers, parce qu'on a rarement ce genre de choses en entier. C'est un passage obligé, mais qui sera un peu difficile. Donc là, c'est pour ça qu'on essaie de le documenter au maximum en photo entier avant de les casser. Et donc après, après il y aura tout le travail plus administratif pour avoir l'autorisation de sortir tout ça et de le ramener en France. Et c'est pour ça qu'on a aussi besoin d'un inventaire très précis pour faire ces demandes-là. Et en essayant de garder un maximum d'informations sur leur état tel qu'il est actuellement, et puis après on va les casser. Et en plus, là ce qu'on se souvient, parce qu'on est encore à chaud, on risque d'oublier assez vite l'origine, parce qu'on note de quelle potière ça vient, à quoi ça a servi, etc. Et ça, dans quelques temps, on risque d'oublier. En fait, il y a deux choses, moi je trouve, qui sont intéressantes. C'est évidemment par rapport aux matériaux céramiques, parce que c'est vrai que nous on n'a pas l'habitude de voir les gestes, enfin même pas, on les voit pas, nous on a juste des tessons, là on voit des pots complets, on voit les potiers, donc déjà ça change complètement la vision qu'on peut en avoir, et puis surtout, même du point de vue du contexte, ici on est dans des villages, notamment les villages de campagne, qui ressemblent un peu à ce qu'il peut y avoir au néolithique en termes d'habitat, en termes de matériaux de construction. Et là il y a tout un travail qui pourrait être fait aussi sur la constitution des niveaux de sol sur lesquels vivent les populations, les matériaux de construction, toutes les activités qui tournent autour de ces populations paysannes, qui pourraient beaucoup nous servir en archéologie, parce que justement elles nous donnent une idée de savoir-faire que nous on ne connaît plus maintenant dans nos sociétés. Donc ça c'est un des buts aussi de l'ethnoarchéologie, c'est de nous ouvrir le champ des possibles sur ce qui a pu exister au néolithique, sur les techniques, et puis des fois sur des gestes que nous on a totalement perdus dans nos sociétés. Il faudrait pouvoir documenter plusieurs techniques différentes. Ici on a 2 techniques principales qui sont par les groupes Oloita et Oromo.
sont sensiblement différentes, mais vu les caractéristiques de la céramique, c'est la grande plasticité, il y a quasiment une variété infinie de techniques possibles. Donc c'est deux possibilités, mais parmi un très grand nombre. Et c'est pas dit du tout d'ailleurs que les techniques qui sont utilisées ici, notamment les techniques d'ébauchage qu'on a observées, existent en tout cas dans les corpus que nous on étudie en archéologie. Donc on a encore de quoi s'amuser. Alors ce qui est marrant, c'est que moi j'ai jamais vu de crainte par rapport à ça, c'est-à-dire on rentre quand même dans un artisanat féminin, mais le fait que je sois un homme, j'ai pas eu l'impression que ça posait un souci. Après ce qui est sûr, c'est que nous on voit bien, on l'a vu notamment chez les Woloïta, que ça s'observe un peu partout dans le monde d'ailleurs, que c'est vraiment les femmes qui font la céramique. Là en l'occurrence c'est les femmes qui font un peu tout le boulot, c'est-à-dire que depuis le travail très physique de préparation de la pâte jusqu'à la cuisson, les hommes interviennent grosso modo qu'au début et à la fin des opérations, c'est-à-dire ils aident quand même pas mal pour ce qui est extraction de l'argile, qui a aussi là un boulot très physique, et puis pour la cuisson. Mais tout le reste du temps c'est vraiment la femme qui fait tout le boulot, et ça c'est vrai que on voit bien que l'homme profite un peu de la situation. C'est-à-dire que, par exemple, les Woloïta, ils tirent leur bénéfice quasi exclusif de la vente de la céramique. Donc finalement, pour faire vivre ces communautés, c'est vraiment les potières qui font tourner la société, et les hommes en profitent plus qu'ils participent. Donc c'est pas très brillant pour la condition de la femme, en fait, au final. C'est sûr que moi je sais que la première fois, donc il y a 3 ans, la première fois qu'on est venu avec Joséphine, ça fait quand même un choc au début parce que on change complètement de monde. Il y a à la fois le côté un peu remonté dans le temps quand on arrive dans ces villages-là, mais même quand on arrive à Addis Abeba, moi en tout cas, j'ai eu vraiment l'impression que on ne sait pas trop profiter de ce qu'on a dans nos sociétés, puis quand on arrive ici, on se rend compte du fossé qu'il existe entre les deux, et aussi de l'image un peu misérabiliste qu'on peut avoir de l'Afrique, et quand on est ici, on se rend compte que les gens ne sont pas forcément si malheureux que ça, qu'il y a même un côté un peu paradisiaque dans ces campagnes, qu'on ne voit jamais tellement dans les images de l'Afrique. Enfin, moi je trouve dans les images de l'Afrique. Et c'est vrai que ça m'a aussi beaucoup fait changer ma vision que je pouvais avoir un peu par le biais des médias de l'Afrique. Donc c'est vrai qu'à la fois le côté effectivement très pauvre, et puis il y a un vrai fossé technologique ou économique entre les deux sociétés, mais aussi peut-être ça nous aide aussi à se contenter de ce qu'on a et de se dire finalement on n'a pas forcément besoin de tous les outils qu'on a techniques pour être heureux. Donc je sais pas, moi ça m'a beaucoup aidé là-dessus, quoi. Vraiment, maintenant j'ai du mal à me plaindre quand je reviens en France.